Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. On débute avec le Printemps du livre de Montaigu qui a attiré ce week-end près de 40 000 visiteurs. Après 2 ans d'annulation en raison de la crise sanitaire, le festival, présidé cette année par Clara Dupont-Mono, est revenu avec une série de nouveautés. Pour la première fois, l'événement s'est tenu au cœur du centre-ville de Montaigu. Un reportage de Pierre Dalicieux. Entre salons et déambulations, le Printemps du livre se réinvente pour son grand retour. Dans les allées, de nombreux visiteurs et d'habitués qui avaient hâte de retrouver leurs auteurs favoris. Ça a vraiment manqué et moi je trouve que c'est un plaisir de venir rencontrer les auteurs, voilà. Ah oui, puis il y a du monde, c'est vrai que c'est agréable. Ce matin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et les gens ont envie de ressortir, ont envie de revivre, donc c'est important qu'il y ait des événements comme ça qui reprennent. C'est super chouette, ouais, ça fait plaisir. Puis dans toute la ville comme ça, c'est chouette. C'est surprenant, on voit des auteurs qu'on a l'habitude de voir et bon, c'est chouette, ça donne des idées de nouveaux bouquins à lire, quoi. Côté auteur aussi, on commençait à s'impatienter. Retrouver les lecteurs, la foule, les allées, tout ce qui fait l'intensité d'un salon comme celui de Montaigu est un vrai plaisir partagé. D'autant plus que la plupart des visiteurs ont abandonné le masque. On peut voir enfin le visage entier des gens et ça change beaucoup. Donc oui, j'ai vraiment l'impression d'être d'une renaissance un peu en tant qu'auteur. C'est formidable. Ici, moi, je suis arrivée avec le soleil, avec des gens qui avaient le sourire, qui étaient contents de venir voir les livres, de venir rencontrer des auteurs. Au salon de la BD où j'étais il y a 3 semaines, à Angoulême, Dieu sait si c'est un salon important aussi, la fréquentation a chuté de 50%. J'avais une petite inquiétude concernant Montaigu, mais on est en Vendée et donc en Vendée on ne s'arrête pas comme ça. Côté organisation aussi, on se réjouit de la fréquentation et de cette nouvelle formule avec des stands dans plusieurs endroits de la ville. Évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais on sait déjà que c'est un succès de fréquentation, succès probablement de vente de livres et succès d'estime aussi parce que les visiteurs nous disent qu'ils sont heureux de découvrir cette ville autrement. 2022 marque donc le grand retour du Printemps du livre de Montaigu, dont l'édition 2023 est d'ores et déjà dans toutes les têtes. Toujours au chapitre littérature à Esnay, les élèves du collège Alexandre Solzhenitsyn ont reçu il y a quelques jours l'auteur et illustrateur Fred Bernard. Une rencontre dans le cadre de l'inclusion des élèves de l'Institut médico-éducatif de l'établissement. L'auteur de livres jeunesse est donc venu parler de son travail avec les collégiens particulièrement intéressés par le monde de l'édition. J'explique toutes les étapes, qu'on a toujours l'histoire en premier, qu'ensuite il faut imaginer, il faut découper l'histoire, il faut faire des croquis avant de faire les vrais dessins qui sont dans le livre, faire le chemin de fer, c'est-à-dire quelle image il y aura en face telle partie de texte, la couverture, le fait qu'on travaille avec un éditeur, une éditrice, qu'il y a des graphistes, qu'il y a un imprimeur, que c'est toute une chaîne jusqu'à ce que le livre arrive dans une librairie ou une bibliothèque. Et donc ils ont un peu, en général, ils pensent que c'est vite fait. Et puisque l'on parle de jeunesse, en 2021, la maison départementale des adolescents a reçu plus de 2000 jeunes, soit presque 500 de plus que l'année précédente. La crise sanitaire, une période qui a favorisé l'émergence de troubles chez les adolescents. Alors pour faire face à cette demande grandissante, la MDA ouvre une permanence à Esnay. L'organisme propose ainsi aux jeunes de 11 à 21 ans, ainsi qu'à leurs parents, un accompagnement pour obtenir des réponses aux différentes préoccupations liées à l'adolescence. On peut être étudiant, avoir un beau parcours, j'ai envie de dire, scolaire, et puis à un moment donné, être en questionnement ou en difficulté par rapport à un événement donné. De la même façon qu'on peut aussi être en grande souffrance par rapport à une situation familiale ou scolaire, ou parce qu'on aura subi du décrochage, du harcèlement scolaire, qui aura peut-être abouti à du décrochage scolaire. On peut aussi avoir un adolescent qui va venir parce qu'il va être en questionnement ou en quête identitaire au niveau de sa sexualité. Connaissez-vous le Bus d'Or? Ce concours international récompense le meilleur conducteur au monde. Mais avant cela, il faut se hisser parmi les meilleurs du département. Alors la compagnie des transports lyonnais a organisé ce samedi une sélection parmi ses chauffeurs. Au programme, tests de maniabilité et d'éco de conduite. Un reportage signé Alix Lanos. Tu enlèves le brake valve, je lance le chrono. D'accord.
D'accord. Freddy, chauffeur de bus depuis un peu plus de 3 ans, s'apprête à débuter son parcours semé d'embûches, à commencer par un virage pas évident à négocier. C'est très très serré. Et si Freddy se concentre pour éviter les plots, c'est que, comme 14 autres chauffeurs de bus de la compagnie des transports lyonnais, il participe à la sélection pour le Bus d'Or 2022. Donc il y a un parcours de précision en marche avant qui est chronométré où on mesure également le confort pour être sûr que même dans des situations techniques, le passager il est en situation confortable pour voyager. Il y a un parcours en marche arrière avec un arrêt de précision et il y a également un QCM pour tester quelques connaissances théoriques. Ça y est, Freddy vient de terminer son parcours. Alors comment ça s'est passé ? C'est assez serré, c'est très compliqué. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. J'ai touché un plot, ça c'est sûr, je l'ai vu. Les autres, après c'est assez ludique. C'est pas la compétition non plus. On fait ça pour s'amuser. Pour s'amuser, mais aussi pour se tester et savoir où on en est après, pour certains, 28 années de pratique. Bon, un petit fun de plus et puis un petit challenge de plus. Pour voir où j'en suis, et puis participer avec les collègues, c'est sympa aussi. Mais derrière la rigolade, il y a bien une compétition. Le concours du Bus d'Or existe depuis 1988 et réunit des chauffeurs de différents pays. Alors, pour faire la différence, certaines qualités sont indispensables. Alors moi, c'est mon maître mot, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que nos yeux, on doit balayer à 180 degrés du matin au soir selon nos services. Et je pense qu'à partir de là, on anticipe le piéton qui a ses écouteurs sur les oreilles, qui ne voit pas forcément, les jeunes surtout avec leur trottinette ou autre. Donc si on peut anticiper pour eux, parce que moi ce que je dis, c'est un bon conducteur, s'il conduit pour lui, il conduira pour les autres obligatoirement. Les 3 meilleurs conducteurs se donneront rendez-vous à Paris les 7, 8 et 9 juin prochains pour défendre les couleurs du département lors du concours du Bus d'Or 2022. Notez que Patrice Réau, Rodolphe Meunier-Collin et Guillaume Jourdain se sont qualifiés pour la prochaine étape à Paris. Autre événement, jusqu'à hier se tenaient les Journées européennes des métiers d'art, l'une des plus grandes manifestations internationales dédiées à ce secteur. Pour l'occasion, à Mouchamps, les professionnels de l'association Fenêtres sur Cour ont ouvert les portes de leur atelier au public. Couturières, artistes peintres, écrivains publics ou encore céramistes. L'occasion de découvrir un panel de métiers variés et souvent peu connus. C'est un moment privilégié en fait pour discuter avec le public de nos métiers et de rentrer, on va dire, dans le détail pour expliquer les matériaux, les techniques. Et c'est important parce que ce sont des personnes qui ne franchissent pas toujours le seuil de nos ateliers respectifs. On est finalement très solitaires dans nos métiers la plupart du temps. Et ces journées-là sont vraiment des moments privilégiés pour rencontrer le public. Cela fait maintenant 3 ans que le musée municipal de La Roche-sur-Yon est fermé. Alors pour relancer cet espace culturel, la ville a décidé d'établir son musée municipal dans l'ancienne école André Malraux, un musée provisoire dans l'attente de l'ouverture du nouveau musée Place Napoléon en 2028. Aujourd'hui, les travaux ont déjà commencé. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. L'éclairage. Visite guidée du futur musée de la ville. Il sera 2 fois plus grand que l'ancien musée. C'est de mettre des photos contemporaines. On se trouve dans une ancienne école, l'école maternelle Malraux, un lieu assez sympathique, une galerie, une mezzanine. Et nous, on a souhaité, comme on était dans cette école, exploiter nos collections de manière la plus pédagogique possible. Un musée ludique et pédagogique qui ouvrira ses portes en novembre prochain. Sur place, jusqu'à 150 œuvres exposées de façon permanente ou bien temporaire. Le 2e étage sera consacré à l'illustrateur Benjamin Rabier, né à La Roche-sur-Yon. Une grande place fera la part belle aussi à la peinture du 19e siècle. Il faut imaginer qu'il y aura sur tous ces murs des cimaises en bois qui nous permettront d'accrocher des œuvres et seront déployées sur ces murs certaines thématiques. Donc là, on est dans la salle consacrée à la formation des artistes au 19e siècle. Comment étaient formés les artistes? Pourquoi étaient-ils copistes? Pourquoi se rendaient-ils en Italie? Comment se passait le prix de Rome? De qui s'inspirait-il? Voilà, toutes ces thématiques seront présentées ici. Un vrai musée en attendant le prochain. L'ancienne école André Malraux verra aussi sa cour se transformer. Sa cour d'école deviendra une rue entre le quartier des Halles et le jardin Simone Veil. L'idée, c'est d'avoir un lieu traversant. Dans les heures d'ouverture du musée, quiconque pourra y entrer pour traverser, mais aussi pour s'arrêter, pour flâner, profiter des jeux pour les enfants qui vont être revisités,
pour regarder l'exposition temporaire, pour s'arrêter, regarder et pour le coup rentrer au musée si on a envie. L'idée sera de donner envie d'y rentrer avec cette ouverture sur l'extérieur. Le musée sera gratuit. La Roche-sur-Yon n'avait plus de musée depuis 2019. En 2028, ce sera au tour du Grand Musée Place Napoléon de voir le jour. Un mot de basket. Les Tigresses s'inclinent une seconde fois d'affilée. Après le revers face à Bourges, c'est Basketland qui l'emporte devant le RVBC. Les Lyonnaises perdent chez elles 74-93 lors de la 19e journée de la Ligue féminine. Pour Emmanuel Baudy, entraîneur du club, la soirée a donc été un peu longue. Ce soir, il y avait une grande équipe et puis une petite équipe. Voilà. Donc quand tu joues une grande équipe et que toi tu es la petite équipe, le match il est un petit peu long ce soir. Mais on a pris une leçon de basket, il faut être clair. On vit sur 2-3 choses, tu vois, combativité, agressivité, intensité. Et là ce soir, on n'est pas là-dedans, on les a pas du tout impactés. Donc si tu avais voulu contrer une belle équipe comme ça, il fallait absolument les toucher. Et ce soir, on les impacte pas. Donc il faut absolument qu'on retrouve ça. Sinon, tu bascules tout de suite en mode vacances, puis la saison elle est terminée, quoi, tu vois. Donc le contrat il est rempli, le top 6 il est là. Maintenant, c'est savoir ce que tu vas aller chercher. Est-ce que tu vas aller chercher plus haut ou pas, quoi. Un mot de météo avant de se quitter. Les îles vendéennes battent des records de fraîcheur pour un mois d'avril. Ce matin, à Noirmoutier, on comptait 0 degré pour la première fois depuis le début des relevés en 1872. L'île-Dieu bat aussi le record de 1986 avec un 0 absolu. Et dans ces températures, Climat Vendée note aussi un grand froid dans les terres sans toutefois battre les relevés précédents. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous sur TV Vendée.